Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, on va faire une petite révision du cours 5. Alors, on a vu dans le cours 5 donc, les lymphocytes T qui, contrairement aux lymphocytes B, ont besoin d'un intermédiaire qui est une cellule présentatrice d'antigènes qui va présenter l'antigène au lymphocyte T. Donc, le lymphocyte T ne peut pas reconnaître l'antigène qui est libre. Il faut que ce soit présenté dans une molécule CMH de classe 2 par une cellule présentatrice d'antigènes. On a vu donc les différentes molécules qui sont attachées au lymphocyte T. Nous avons donc deux types de lymphocytes T, lymphocyte T CD8 et CD4. Donc, on a vu également donc les différents les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, c'est ces cellules qui vont prendre l'antigène, le digérer, le dégrader donc en petits morceaux et le présenter à l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. D'accord? Alors, on a vu qu'il y a des molécules d'attache, des molécules d'adhésion comme ICAM, qui se trouvent sur la CPA et qui vont se fixer sur renforcer la liaison avec un lymphocyte T. Aussi, on a LFR3 également qui renforce la liaison. Alors, on a vu également donc qu'il existait des molécules d'adhésion, des molécules d'adhésion qui vont permettre la migration, l'activation et les fonctions effectrices du lymphocyte T. Alors, on a vu donc les différentes molécules d'adhésion. Ici, un schéma qui représente la coopération entre un lymphocyte TH et une cellule présentatrice d'antigènes. Dans le cas d'une infection par une bactérie, vous avez donc là l'antigène qui est présenté dans une molécule de CMH de classe 2 qui va être reconnue par une TCR qui va donc activer le lymphocyte T. La même chose dans le cas où on a un lymphocyte T8, donc il va se fixer sur une cellule cible qui va présenter l'antigène qui est dans ce cas-là synthétisé à l'intérieur, par exemple un virus qui va être synthétisé et qui va être présenté dans une molécule de CMH de classe 1, ce qui va activer le lymphocyte T8 pour devenir un lymphocyte T8 cytotoxique. On a vu également que les organes lymphoïdes du système immunitaire. On a dit que les lymphocytes vont naître au niveau de la moelle osseuse. Ça va être des lymphocytes pro-T ou bien des lymphocytes pro-B. Ensuite, les lymphocytes T vont migrer vers un organe central, un organe lymphoïde central qui est le thymus pour devenir mûr. Alors que le lymphocyte pro-B va devenir mûr sur place, c'est-à-dire dans la moelle osseuse. Alors, ces organes lymphoïdes primaires ou bien centraux sont vont rendre mûrs les lymphocytes T ou bien les lymphocytes B. Ensuite, ces lymphocytes B et ces lymphocytes T vont migrer vers un organe lymphoïde secondaire ou bien périphérique. C'est là où va se passer la réaction immunitaire spécifique. Alors, les organes lymphoïdes secondaires sont les ganglions lymphatiques, on va voir où ils sont. On a la rate et on a le système immunitaire commun aux muqueuses ou bien le MALT. D'accord? C'est dans ces organes-là où va se passer la réaction immunitaire spécifique. Alors, nous avons également donc les organes lymphoïdes primaires, nous avons la moelle osseuse. Alors, la moelle osseuse qui se trouve ici à l'intérieur de l'os. Dans ce cas-là, donc les lymphocytes B, pour devenir mûrs, ils vont donc subir, bien sûr, il va y avoir une multiplication de ces lymphocytes B, mais il va y avoir une sélection des bons lymphocytes B qui ne reconnaissent pas le soi. Donc, les lymphocytes B qui reconnaissent le BCR, si le BCR reconnaît une molécule de CMH, alors bien sûr, il va reconnaître le soi et ils vont être éliminés par apoptose. S'il ne reconnaît pas le CMH du soi,
hein, il va être, bien sûr, il va être immunocompétent et il va être conservé. D'accord? Donc, c'est ce qui s'appelle la sélection positive. Alors, dans le thymus, alors on a vu le thymus où il se trouve, c'est ce qui est en vert ici. Alors, le thymus qui va, on l'a à la naissance, il va grandir au fur et à mesure jusqu'à l'âge de 12-13 ans à peu près, puis après, sa taille va diminuer au cours du temps. Alors, le thymus, il va y avoir, dans ce thymus-là, il va y avoir là, ce qu'on appelle la maturation des lymphocytes. Alors, c'est ce qui s'appelle la sélection thymique. Alors, dans cette sélection thymique, on va avoir d'abord dans le cortex, on a ce qu'on appelle la sélection positive. Ça veut dire que les thymocytes, qui sont donc les cellules pro-T qui viennent de la moelle osseuse, ils vont venir dans le thymus, dans le cortex, et ils vont subir une sélection positive. Ça veut dire que les TCR qui ne reconnaissent pas le CMH, ils vont être éliminés. Hein, d'accord? Donc là, les lymphocytes T qui ne reconnaissent pas le CMH, hein, et donc ils vont être éliminés. Et si le TCR reconnaît une molécule du CMH, il va être conservé. Et dans ce cas-là, on va avoir donc à peu près 5% de lymphocytes T qui vont être sélectionnés, d'où il va y avoir deux types de lymphocytes T, des lymphocytes T CD8, il va y avoir aussi une sélection des lymphocytes T4, des lymphocytes T4. D'accord? Dans un deuxième temps, donc ces cellules CD8 et CD4 vont aller au niveau de la médula, hein, dans la partie médulaire, où il va y avoir les cellules de cette médula qui vont présenter dans leur CMH, vont présenter des auto-antigènes, ça veut dire des antigènes du soi. Hein, d'accord. Si le TCR reconnaît fortement le complexe CMH plus l'antigène du soi, il va être éliminé, bien sûr, parce que il ne faut pas que le lymphocyte T reconnaisse les antigènes du soi. S'il ne reconnaît pas le complexe CMH plus antigène du soi, ou bien très faiblement, il va être conservé. Hein, très faiblement, ça veut dire qu'il va, heureusement pas absurde, ça va reconnaître les antigènes du non-soi de façon forte. D'accord? Alors, c'est ça, donc on a vu maintenant donc, les lymphocytes T, les CPA. Alors, là, on va voir les organes lymphoïdes secondaires. Donc, on a vu, bien sûr, les organes lymphoïdes primaires, qui sont la rate et la moelle osseuse. Maintenant, on va voir dans ce cours 6, on va voir les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Alors, ces organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, donc les lymphocytes B qui sont mûrs, vont entrer en contact avec l'antigène et développer des réponses humorales. Hein, bien sûr, donc là, il va y avoir une réaction humorale ou bien une réaction à médiation cellulaire. On va voir ça après. Les lymphocytes sont différenciés par les lymphopoïèses dans les organes lymphoïdes primaires, ici dans la moelle osseuse ou la rate, vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. C'est là où la rate et les ganglions lymphatiques, c'est là où va se passer la réaction immunitaire spécifique. Les lymphocytes sont devenus des lymphocytes immunocompétents, bien sûr, ils sont devenus mûrs, lymphocyte TC, lymphocyte TH, lymphocyte B, capables de reconnaître l'antigène à la sortie des organes lymphoïdes centraux. Alors, ces lymphocytes T et ces lymphocytes B vont coloniser les organes lymphoïdes. Donc, lymphocyte B et lymphocyte B vont se répartir de façon précise, pas au hasard, dans certaines régions de ces organes lymphoïdes primaires, donc ces organes lymphoïdes secondaires. Alors, ça s'appelle le houmine. Donc, chacun va avoir son local, son home en anglais. Hein, ça veut dire que chacun va avoir une partie une localisation bien précise dans l'organe lymphoïde secondaire. Chaque population va coloniser une zone particulière de l'organe lymphoïde secondaire. Alors, ces organes lymphoïdes secondaires, on va voir d'abord les ganglions lymphatiques. Alors, un ganglion lymphatique, ça a une forme de fève à peu près.
avec une couverture, donc une sorte d'écorce. D'accord? Dans cette partie-là, vous avez des vaisseaux afférents qui vont emmener la lymphe du corps, qui va rentrer dans le ganglion et qui va sortir par un canal efférent. Donc l'entrée de la lymphe, ça va être par là, et la sortie va être par là. D'accord? Alors les ganglions lymphatiques dans le corps, ici un corps humain, alors vous avez la circulation sanguine ici en bleu, donc c'est les veines qui sont en bleu, et la circulation lymphatique, elle se fait en parallèle avec la circulation sanguine, d'accord? Et vous avez un rassemblement des ganglions ici au niveau de l'aisselle, hein? Vous avez des ganglions ici, les points qui sont en noir, d'accord? Vous avez un rassemblement au niveau du cou ici, des points qui sont en noir. Au niveau de l'abdomen, vous avez aussi une condensation de ces ganglions aussi là. Et au niveau de la partie inguinale ici, au niveau entre la hanche et le ventre, hein, il y a une concentration importante des ganglions lymphatiques. Alors, ce sont des petits organes arrondis de 1 à 15 mm de diamètre, entourés d'une capsule, environ 1000 qui sont répartis dans différents points du corps, on fait environ 1000 ganglions, et qui sont disposés sur la trajectoire de la voie lymphatique. Vous voyez, ici, c'est dans la voie lymphatique qu'on va trouver ces ganglions. Alors ici, on a une coupe d'un ganglion lymphatique où on va voir donc les canaux afférents, hein, qui vont amener la lymphe par les flèches. Ici, on voit les flèches, hein, qui vont amener la lymphe à l'intérieur du ganglion. Et après, il va y avoir sortie de la lymphe vers l'extérieur. D'accord? Alors, rapidement, vous avez la partie ici, l'écorce, hein, ou le cortex, pardon. C'est le cortex ici, le cortex vers l'extérieur, avec ici des follicules. Hein, on va voir ce que c'est que des follicules. Et au centre de ces follicules, vous avez des centres germinatifs. Là, c'est la partie cortex. Là, c'est la partie, donc, comme on l'appelle, intermédiaire, paracortex, si vous voulez. Là, c'est le paracortex. Et à l'intérieur, vous avez la médulla. Et on va voir le rôle de chacun. Ici, c'est une photo au microscope à fort grossissement. Vous allez avoir donc la même chose ici. Vous pouvez faire tranquillement regarder chaque partie. Ça correspond à quelle partie ici dans l'ultrastructure. Alors, le cortex, c'est la partie la plus externe du ganglion. Vous avez des follicules lymphoïdes ici qui sont en mauve, follicules lymphoïdes de deux types qui sont caractérisés par la présence de lymphocytes B. Alors, dans ces follicules, on a la présence des lymphocytes B. Alors, les follicules lymphoïdes primaires, hein, ce sont donc des follicules qui sont encore jeunes, formation homogène constituée d'une population de lymphocytes B, donc il y a surtout des lymphocytes B, et au niveau desquels on n'observe pas de réponse immunitaire. On observe seulement les organes, donc les lymphocytes B. Alors, mais une multiplication accrue des lymphocytes B, il y a une multiplication des lymphocytes B au niveau de ces follicules primaires. En microscopie, les follicules lymphoïdes primaires apparaissent ensemble. Vous voyez ici, ils sont ensemble. Alors ensuite, ces follicules primaires vont se développer en follicules lymphoïdes secondaires. Hein, donc, ils sont donc des primates qui sont modifiés. Ils présentent au centre donc un centre germinatif au niveau duquel on a la réaction immunitaire spécifique. Alors, c'est dans ces centres germinatifs, ce qui est en jaune ici au centre, qu'on a la réaction immunitaire spécifique qui est en train de se produire. La stimulation donc par l'antigène est elle-même à l'origine de la croissance du follicule secondaire. C'est donc la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T et les lymphocytes B qui va entraîner la stimulation, donc la croissance de ces follicules et leur développement. En microscopie, les centres germinatifs apparaissent en clair. C'est ce qu'on a vu. Alors, dans la partie paracortex,
Alors, le paracortex, c'est quoi? Ce sont donc des nappes qui entourent le cortex. Donc, c'est comme des doigts de gant, donc qui entourent un peu le cortex, caractérisé dans ce cas-là par la présence de lymphocytes T et de cellules dendritiques, ainsi que caractérisé par la présence de ce qu'on appelle des vénules post-capillaires cubiques, ce qu'on nomme des HEV. Alors, des vénules endothélium O. Hein. Alors, ces vénules, je vais vous donner donc un schéma qui vous montre ça dans les dans l'annexe. Vous allez voir un schéma, ce sont des vénules. Alors, j'espère que je l'ai ici. Je vais voir si je peux. Bon, je vais vous le donner dans l'annexe. Alors, c'est dans cette zone-là que les lymphocytes B et les lymphocytes T vont passer de la lymphe vers le ganglion. C'est au niveau de ces vénules où va se passer la traversée. Donc, ces vénules vont être traversées par les lymphocytes T et les lymphocytes B. C'est dans le cortex que se produisent donc les interactions entre les lymphocytes T et les cellules dendritiques, ainsi qu'entre les lymphocytes B et les lymphocytes. C'est au niveau du cortex. Alors, dans la partie médulaire, donc c'est la partie médulaire, c'est ici à ce niveau-là. Hein. Dans cette partie médulaire, nous, la plus interne du ganglion, correspond donc des cordons médulaires contenant surtout des macrophages et des plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont donc les lymphocytes B qui se sont développés en plasmocytes qui produisent les anticorps. D'accord? Alors, ces plasmocytes donc ces lymphocytes B qui vont donner également des lymphocytes B mémoire qui vont garder la mémoire de l'antigène. On va voir ça donc par la suite, ce que c'est que les lymphocytes B mémoire. Alors ici, vous avez un schéma qui représente donc le ganglion avec ses canaux afférents hein, et le canal efférent qui va faire sortir la lymphe. Donc dans la partie cortex, vous avez surtout des lymphocytes B. Dans la partie paracortex, vous avez des lymphocytes T. Et dans la partie médulaire, vous avez un peu de lymphocytes T, mais surtout des lymphocytes B mémoire et des plasmocytes. D'accord? Et ensuite, le produit de la réaction, donc les lymphocytes, les anticorps et les lymphocytes B mémoire vont sortir ici pour se déplacer dans les endroits qui sont infectés. Alors ici, on voit un schéma qui représente ici la circulation sanguine. En rouge, c'est la circulation artérielle. Ici, la circulation veineuse avec le cœur au centre. D'accord? Et en parallèle de cette circulation sanguine, on a la circulation lymphatique en jaune. D'accord? Alors, la lymphe, donc il va y avoir au niveau des organes un drainage du liquide interstitiel, ça va être la lymphe, et qui va aller par des canaux lymphatiques. Ces canaux lymphatiques, donc ça va être drainé dans plusieurs organes, qui vont passer, on a représenté ici un seul ganglion lymphatique, ça va rentrer par les canaux afférents et ça va sortir par le canal efférent pour aller, donc c'est le canal lymphatique efférent, pour aller dans le canal thoracique et rejoindre la veine cave inférieure pour aller se mélanger avec la circulation sanguine. Et donc, bien sûr, ça va recommencer. Il va y avoir le sang du sang, il va y avoir drainage de la lymphe qui va passer par le ganglion et après la sortie, ça va aller dans la veine cave inférieure, etc. etc. Donc, cette circulation lymphatique, elle se fait en parallèle de la circulation sanguine et elle passe obligatoirement par au moins un ganglion. Donc, en résumé, grâce au drainage de la lymphe, les ganglions permettent la surveillance de nombreux territoires, la peau, les organes profonds, via le tissu interstitiel. La lymphe arrive au niveau du ganglion par le canal efférent, se répand dans l'espace sous-capsulaire, traverse la corticale, puis la médulaire et sort par les canaux lymphatiques afférents qui se réunissent entre eux pour former le vaisseau lymphatique confluent dans le canal thoracique, hein,
qui se jettent dans la veine sous-clavière pour aller rejoindre la circulation sanguine. Alors, la circulation lymphatique s'effectue dans un seul sens. On n'a pas de circulation dans l'autre sens. On a seulement une circulation du tissu vers le ganglion, vers le sang. On n'a pas un retour de cette circulation. Alors, nous avons donc la lymphe apporte les antigènes au ganglion par les cellules dendritiques. On a donc la lymphe qui va emmener les cellules dendritiques qui ont déjà capté les antigènes dans le tissu. Alors, ces CD vont présenter l'antigène dans la partie paracortex et ils vont le présenter à un lymphocyte TH, un lymphocyte T LPR, un lymphocyte T4, qui vont donc migrer dans le follicule. Alors ensuite, il y aura, donc ce lymphocyte TH va activer un lymphocyte B qui va donc reconnaître spécifiquement le lymphocyte T. Il va activer le lymphocyte B qui va bien sûr par une suite de réactions, va devenir des plasmocytes, bien sûr, qui produisent les anticorps. Et il y aura donc une partie de lymphocytes B mémoire qui vont rester pour garder la mémoire de l'antigène. On va voir ce que c'est. Ou bien, les plasmocytes vont s'établir dans la moelle osseuse. D'accord. Alors, on a ici un résumé rapidement. Bon, là, c'est une synthèse parce qu'il y a plusieurs théories. Alors, ça, c'est le centre germinatif qui se trouve dans le follicule secondaire. Alors ici, donc, on n'a pas présenté ici la cellule dendritique qui apporte l'antigène, alors qui va donc coopérer avec le lymphocyte T, se lier sur le lymphocyte T et qui va le stimuler. Le lymphocyte T va donc se lier au lymphocyte B qui va le stimuler. Ensuite, le lymphocyte B va rentrer dans la zone sombre où il va subir une démultiplication, une prolifération clonale. Ensuite, donc, suivi de ce qu'on appelle des hypermutations somatiques. On va voir ce que c'est. Ensuite, il va passer dans la zone claire où il y aura donc encore une amélioration de l'affinité donc des lymphocytes B. Bien sûr, il y aura encore une coopération des lymphocytes T folliculaires dans ce cas-là, qui se trouvent dans le follicule, qui vont encore participer cette sélection, cette amélioration de l'affinité. Il y aura aussi des cellules dendritiques folliculaires qui sont différentes des cellules dendritiques périphériques. Et celles-là, elles contiennent surtout des antigènes qui sont couplés aux anticorps et qui sont fixés dessus. Et ils ont la capacité de stimuler et d'activer plusieurs lymphocytes. Enfin, vous allez avoir ici une différenciation de ce lymphocyte B en plasmocyte qui va donner les anticorps et vous allez avoir des cellules mémoire qui vont être gardées. Bon, ici, vous avez donc le texte qui vous résume un petit peu. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors, les lymphocytes B qui vont coopérer avec les lymphocytes T. Ensuite, il y aura donc les lymphocytes B qui vont subir des mutations. Ça s'appelle hypermutation somatique pour améliorer leur affinité pour l'antigène. Donc, il y aura des sélections clonales, donc certains lymphocytes T activés qui vont migrer dans la zone sombre pour y participer. Le lymphocyte B muté mauvais vont subir des apoptoses, ils vont mourir, et les bons vont encore subir une amélioration de leur affinité, d'accord, pour avoir des lymphocytes B qui ont une très bonne affinité. Dans la zone blanche, les lymphocytes B actifs vont être encore activés par les lymphocytes, les cellules dendritiques folliculaires. Alors, j'ai dit ces cellules dendritiques folliculaires qui contiennent des complexes humains anticorps antigènes. Alors, c'est sur leur surface. Alors, cette rencontre permet de participer dans l'amélioration de l'affinité du lymphocyte B. D'accord? Donc, le lymphocyte T également, il participe et il y aura donc formation de plasmocytes qui vont produire des anticorps et des lymphocytes B mémoire.
les anticorps et lymphocytes B mémoire vont migrer dans le sang et la lymphe pour aller dans le tissu qui est infecté. Alors là, on a parlé des ganglions lymphatiques et on a dit que les ganglions lymphatiques, ils vont filtrer la lymphe. Ça veut dire qu'ils vont chercher les antigènes qui se trouvent dans la lymphe. Alors, le deuxième organe lymphoïde secondaire, c'est la rate. Alors, la rate, quant à elle, elle va filtrer le sang qui est rouge. Alors, c'est un organe ovale, volumineux, à peu près 2 cm de longueur. Il est situé donc entre le diaphragme et l'estomac. Il est branché sur la circulation sanguine. Son rôle, c'est d'épurer le sang, ça veut dire de filtrer le sang, de chercher les antigènes qui se trouvent dans le sang. Et on a une petite idée, on a à peu près 100 à 200 millilitres de sang qui sont filtrés par minute par la rate. Alors, cette rate, elle est enveloppée par un tissu conjonctif dense de fibres musculaires lisses et dispersées. Le parenchyme de la rate est formé de 2 différents types de tissus. Donc, la rate, l'ultrastructure, elle contient de la pulpe rouge et également ce qu'on appelle la pulpe blanche. D'accord? Alors là, juste une idée pour vous situer donc la rate. La rate, elle se trouve ici. Donc ici, vous avez l'estomac. Ça, c'est le corps humain. L'estomac. Ici, vous avez le diaphragme. Elle se trouve à ce niveau-là. C'est cette structure qui est sombre. Elle a à peu près 2 cm de longueur. Alors, une photo de cette rate, elle ressemble à ça, avec une veine splénique et un artère splénique qui amène le sang, et une veine splénique qui renvoie le sang vers le corps. Alors, une coupe de cette rate-là, on va voir que nous avons bien sûr l'artère splénique qui va faire rentrer le sang à l'intérieur et la veine splénique qui recueille le sang et qui le fait sortir. D'accord? Et vous avez donc sous la capsule, vous avez là ce qu'on appelle la pulpe rouge. Vous avez là une partie marginale et la pulpe blanche qui se trouve à l'intérieur. Alors, la pulpe blanche se compose essentiellement de tissus lymphoïdes prenant la forme de manchons entourant les rameaux artériels. Alors ici, vous avez des artères, vous avez des rameaux et ces rameaux, ils sont entourés par cette pulpe blanche qui entoure ces artères. Alors, qui contiennent surtout, donc, la pulpe blanche contient surtout les lymphocytes T. Alors, autour de la pulpe blanche, autour de la pulpe blanche, vous avez là une zone marginale au sein de laquelle vous avez une zone marginale ici, autour, une zone marginale. Alors, cette zone marginale au sein de laquelle on trouve surtout des lymphocytes B. Alors, c'est lymphocytes B qui s'assemblent avec des cellules dendritiques pour former des follicules. Comme pour les ganglions lymphatiques, vous avez ici, et la rate aussi, vous avez des follicules. Alors, autour de cette pulpe blanche, vous avez la pulpe rouge qui occupe la plus grande partie. La pulpe rouge, elle occupe la plus grande partie ici, d'accord? Et donc, elle est constituée par un réseau de sinus veineux. Vous avez des sinus veineux et des cordons cellulaires. Ce sont les cordons de Billroth formant un tissu réticulé lâche qui contiennent des hématies, des leucocytes, des macrophages et des plasmocytes. Alors, vous avez ici des corps de Billroth qui vont se trouver. Bon, ici, ça ne se trouve pas dans ce schéma, on va le voir après. Alors, la rate est le lieu principal de capture des antigènes injectés dans le sang. Alors, on a vu que la rate, la partie rouge, elle filtre les antigènes, elle va capter les antigènes. Et dans la pulpe blanche, qui contiennent, on a dit tout à l'heure, surtout donc vous avez surtout des lymphocytes T, aussi des lymphocytes B et des cellules dendritiques, vous allez avoir la réaction immunitaire spécifique qui va se développer. Alors, les antigènes présents dans le sang sont amenés par l'artère splénique et ses ramifications
jusqu'au manchon périphérique artériel. Ils entrent alors en contact avec les cellules, dendritiques qui les vont les présenter aux lymphocytes T et les activer, comme dans le cas des ganglions. Ensuite, ces cellules dendritiques et lymphocytes T vont activer lymphocyte B dans la zone marginale et générer des plasmocytes et synthèse d'anticorps. Et on va avoir des lymphocytes B mémoire, comme dans le cas des ganglions lymphatiques. Alors, le troisième organe qui est très important au niveau volume, mais bon, bien sûr, moins important en point de vue efficacité, c'est le tissu lymphoïde annexe aux muqueuses, ou bien le MALT. Alors, il constitue à lui seul un système, hein, c'est le système immunitaire commun aux muqueuses, dénommé le MALT. Alors, ce MALT, hein, il assure la protection à peu près de 400 mètres carrés, de surface muqueuse. Alors, je vous rappelle que la muqueuse, c'est quoi? C'est un tissu, par exemple l'intestin ou bien les bronches. Hein. Vous avez les cellules qui sont dans la bordure qui est en contact avec le milieu intérieur, avec le sang. Vous avez une muqueuse, c'est une couche cellulaire épithéliale qui contient, ça s'appelle la muqueuse, et qui permet l'échange entre le milieu intérieur, le sang et le tissu. C'est la muqueuse. Alors, si on voit la surface d'échange dans l'intestin, dans les poumons, dans la partie génitale chez la femme et dans d'autres petits organes, on a à peu près 400 mètres carrés de muqueuse. Et cette 400 mètres carrés, c'est comme une frontière pour un pays. La frontière, on a 400 mètres carrés, il faut bien la surveiller. Et bien sûr, ce MALT, c'est lui qui va permettre la surveillance de cette muqueuse, de cette frontière, pour empêcher les micro-organismes de pénétrer dans les intestins, de pénétrer dans les tissus. Alors, on a dit donc que ces muqueuses se trouvent dans la partie oculaire, respiratoire, digestive, urogénitale, etc. Une prépondérance, ça veut dire il y a surtout la réponse humorale, ça veut dire qu'il produit des anticorps. Sur la réponse cellulaire, ça veut dire qu'il active des lymphocytes T cytotoxiques qui vont faire une cytotoxicité. On va voir ça après dans le cours. Avec une production d'immunoglobuline A. Ça s'appelle l'immunoglobuline A. Ce sont des anticorps spécifiques qui se trouvent surtout au niveau des muqueuses. Ce sont des anticorps qui sont synthétisés par des lymphocytes B suite à une stimulation antigénique et qui produisent des anticorps immunoglobuline A. Alors ici, un schéma du tissu lymphoïde de l'intestin. Ici, vous avez un tissu de l'intestin, d'accord? Ici, vous avez la muqueuse, donc la cellule de la muqueuse, ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle la bordure en brosse. Et vous avez ici, dans la partie intérieure, vous avez synthèse d'immunoglobuline A. Cette immunoglobuline A qui est constituée de deux monomères, un dimère. On va voir après la structure des anticorps et les différents types, les différentes classes d'anticorps. Alors, cet anticorps va donc se lier à un récepteur, un poly-IG, un récepteur poly-IG, qui va permettre le transport de cette immunoglobuline A à travers la muqueuse intestinale. Donc, elle va rentrer dans un vésicule, c'est par endocytose. Le récepteur va rentrer avec l'anticorps et après, il va sortir vers l'extérieur par exocytose. Il va rejeter donc l'anticorps vers l'extérieur. Alors cet anticorps, bien sûr, qui va aller se fixer sur son antigène pour le neutraliser, pour le bloquer et bien sûr, par la suite, pour participer dans son élimination. Alors, je vous rappelle, si ça vous paraît un peu difficile, vous pouvez arrêter la vidéo ou revenir en arrière et revoir la partie pour bien la comprendre avant de continuer. Moi, je suis obligé de continuer parce qu'on a beaucoup de cours à finir et on n'a pas beaucoup de temps. D'accord? Alors, vous avez également des sortes d'organes qui participent dans la réaction immunitaire spécifique, des organes lymphoïdes secondaires.
vous avez dans les voies aériennes supérieures, on trouve les amygdales. Hein, vous voyez ici, les amygdales qui se trouvent dans la bouche et les végétations également qui se trouvent ici et adénoïdes dans lesquelles on a de nombreuses follicules lymphoïdes qui participent à la surveillance immunitaire contre les infections bactérielles et virales au niveau de la bouche et au niveau des branches. On appelle ça le BALT. D'accord? On appelle ça le BALT. Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Alors, dans le tube digestif, nous avons également, au niveau du tube digestif, au niveau des intestins, nous avons également ce qu'on appelle des îlots lymphoïdes disséminés dans la muqueuse intestinale, appelés plaques de Peyer. D'accord? Alors, on a la plaque de Peyer. Alors, ces plaques de Peyer qui se trouvent, lorsqu'ils sont volumineux, on l'appelle le GALT. D'accord? Donc, GALT, c'est intestin, associated lymphoid tissue. Alors, le GALT contient à lui seul plus de cellules immunitaires que tout le reste de l'organisme. Donc, le GALT, puisque les intestins, ils ont la majorité des surfaces d'échange, nous avons donc de ce type, ce sont des structures au niveau des intestins qui permettent d'intercepter l'antigène, d'accord, et de le faire rentrer dans ces plaques de Peyer et qui contient également des lymphocytes T et des lymphocytes B, hein, ce qui va donc les emmener dans la lymphe ou bien dans des ganglions régionaux et après, ça va sortir par ça va aller dans les endroits par la lymphe pour attaquer les antigènes. D'accord? Alors, donc, on a vu dans cette partie-là les différentes organes lymphoïdes les organes lymphoïdes primaires, les organes lymphoïdes secondaires. Maintenant, on va voir un phénomène qui est très important et qui est la coopération cellulaire. Alors, cette coopération cellulaire, donc ce sont deux cellules qui coopèrent, qui vont s'entraider pour participer dans la réaction immunitaire spécifique. Alors, ça s'appelle la coopération cellulaire, ça veut dire entre deux cellules. Alors, donc nous avons donc l'activation immunitaire qui aboutit à la formation d'anticorps, nécessite des interactions. Pour former des anticorps, il faut bien qu'il y ait des interactions, surtout entre les lymphocytes T et les CPA, les CPA qui représentent 70%, macrophages 5%, et les cellules dendritiques et les lymphocytes B. D'accord? Il y a donc surtout les lymphocytes T qui vont coopérer avec ces cellules-là. Et aussi entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. D'accord? Donc la coopération qui va permettre de stimuler les lymphocytes B et ou donc pour fabriquer se transformer en plasmocytes et pour fabriquer des anticorps. Il y a également la coopération avec, donc, entre lymphocytes B et cellules dendritiques folliculaires qu'on a vu qui se trouvent au niveau des ganglions lymphatiques et au niveau de la rate. Alors ici, on a un schéma de la coopération entre deux cellules. Donc ici, vous avez un lymphocyte T8, dans le cas d'une infection virale par exemple, vous avez un lymphocyte T8 qui présente un récepteur qui s'appelle un récepteur TCR, ici couplé à un CD3. Ce récepteur TCR qui va reconnaître une cellule cible, ça veut dire une cellule qui était infectée par un virus et qui synthétise le virus et qui sort par un CMH de classe 1. Voilà, ça c'est le virus qui est présenté par la cellule présentatrice d'antigène qui est une cellule cible. Alors ce lymphocyte, cet antigène, ce virus va être reconnu spécifiquement par le TCR et d'où ça va activer donc le lymphocyte T. D'accord? Alors ceci a pour but quoi? Donc vous avez également donc des molécules de costimulation de part et d'autre qui vont se lier pour renforcer la liaison entre les deux cellules. Alors cette coopération cellulaire a pour but de permettre le développement de la réaction immunitaire spécifique. D'accord? La réaction immunitaire spécifique a besoin de cette coopération cellulaire et de rendre efficace la réponse immunitaire. On va voir que
la réponse immunitaire, cette simulation va permettre d'autres simulations secondaires qui vont permettre de renforcer la réponse immunitaire. Alors, cette coporation cellulaire va induire la production de co-signaux membranaires. Ce sont des molécules de co-stimulation, du co-signaux solubles qui s'appellent des cytokines, qui s'appellent également, dans certains cas, des chimiokines qui participent dans la migration cellulaire. Alors, ces signaux, ces cytokines, sont synthétisés par les deux types de cellules, que ce soit les lymphocytes T8, que ce soit la cellule cible. D'accord? Alors, ici, un petit schéma sur la présentation, les deux types de présentation qui se font, que ce soit dans le cas qu'on a vu avant, d'un lymphocyte T8 qui va reconnaître un antigène qui est présenté par une molécule, par une cellule infectée par le virus. Donc, c'est le virus qui va être reconnu par le lymphocyte T8, par le TCR, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième cas, c'est la présentation d'un antigène par une cellule présentatrice d'antigène, une cellule dendritique qui présente, dans le cas ici d'une infection virale par exemple, où donc l'antigène va être présenté dans une molécule de CMH de classe 2, qui va être présentée au lymphocyte T4 pour le stimuler, et par la suite, ça va donc permettre la suite de la réaction immunitaire. Bon, ici, on a quelques exemples de molécules de co-stimulation qui existent au niveau de la cellule présentatrice d'antigène qui vont se coupler au lymphocyte T4 ou T8. Alors, vous pouvez voir ces différents types tranquillement. On passe un peu pour ne pas perdre trop de temps. D'accord? Alors, dans cette partie-là, dans cette région-là entre le lymphocyte T et la cellule présentatrice d'antigène, on a ce qu'on appelle une synapse immunologique. Alors, une synapse immunologique, c'est comme une synapse nerveuse qui se fait entre une fibre nerveuse et une plaque motrice. Donc, c'est une liaison qui est étroite, qui est très importante, qui est très rapprochée, qui s'établit dans la zone de contact entre lymphocyte T et la CPA antigène. C'est une synapse immunologique qui est stable, ce qui aboutit à un changement conformationnel des lymphocytes T, ce qui aura comme conséquence la mobilisation de récepteurs de surface sur la zone de contact. Alors, dans cette zone de contact entre les deux cellules, il va y avoir une mobilisation de récepteurs dans le lymphocyte T. Il va y avoir des récepteurs qui vont venir dans cette région pour se condenser dans cette région de contact. Donc, c'est une mobilisation des récepteurs de surface dans la zone de contact. Deuxième chose est la réception de signaux également. Et il y a aussi des signaux qui vont venir dans cette région-là et aussi de transduction cellulaire qui vont, donc après la réception de signaux, surtout pour les lymphocytes T, il va y avoir une transduction intracellulaire qu'on va voir dans un TD. Cette transduction cellulaire qui permet de synthétiser des récepteurs, qui permet de synthétiser des protéines, etc., etc. D'accord? Donc, vous avez une première chose, la mobilisation des récepteurs. Deuxièmement, vous allez avoir des réceptions de signaux et transduction intracellulaire. Alors, dans cette région de synapse immunologique, on a donc deux types, des synapses immunologiques effectrices et synapse immunologique sécrétrice. Alors, le contact entre lymphocyte T cytotoxique ou bien le natural killer et leur cellule cible et la cellule cible à détruire. Donc, le lymphocyte T cytotoxique va se coupler à la cellule qui est infectée par le virus et il va la détruire par cytotoxicité. Alors, ce lymphocyte T cytotoxique va libérer un contenu cytotoxique qui vont être des granzymes et des perforines, qui sont des protéines qui vont former des canaux au niveau de la membrane des cellules cibles, ce qui va permettre de les tuer par apoptose. Donc, la cellule va mourir par apoptose. Ça veut dire, une fois qu'il y a des canaux au niveau de la membrane de la cellule cible, il y aura donc une lyse de la cellule et destruction de ces cellules.
Alors, je vous donne juste un exemple. Je vous ai dit qu'il y a des synapses effectrices et des synapses sécrétrices. On a ici un exemple de synapse effectrice. Alors, on recommence dès le début. Alors, on a l'antigène qui est couplé, qui va être reconnu par une cellule dendritique, une cellule CPA présentatrice d'antigène, qui va présenter l'antigène ou bien un lymphocyte CD4, hein, d'accord? Donc ça s'appelle, c'est la reconnaissance de l'antigène. Ensuite, cette présentation va induire une transduction et des cytokines. Ici, nous allons avoir au niveau de lymphocyte T4, production de cytokines de l'interleukine 2, qui va permettre, donc c'est l'activation donc du lymphocyte T4 et multiplication cellulaire, c'est l'expansion clonale, multiplication cellulaire. Alors cette multiplication cellulaire qui va être ensuite suivie par une différenciation de ces lymphocytes pour donner une fonction effectrice. Alors la fonction effectrice du lymphocyte T4, ça va être l'activation de macrophage et être aussi activation de cellules B, de lymphocytes B. Donc le macrophage qui va essayer de détruire bien sûr les antigènes qui circulent et aussi donc lymphocyte B qui va produire donc produire des anticorps et qui va donc détruire donc ces anticorps qui vont neutraliser l'antigène et qui vont participer dans leur destruction. Et une partie de ces lymphocytes T4 va se transformer en lymphocytes T mémoire, T4 mémoire. Alors, c'est quoi ces lymphocytes T4 mémoire? Ce sont des lymphocytes qui ont déjà, bien sûr, qui vont naître de la multiplication cellulaire du lymphocyte qui est activé. Ça veut dire que ces lymphocytes T4 vont avoir, donc ils connaissent déjà l'antigène. Ils le connaissent et ils sont prêts à développer une réaction immunitaire spécifique. D'accord? Et ils vont rester dans le corps. Il y en a qui restent dans le corps toute la vie. Donc, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et il y en a qui restent toute la vie. Par exemple, les lymphocytes T4 de la rougeole, ils vont rester toute la vie. Si la rougeole vient, il va développer tout de suite la réaction immunitaire spécifique, ce qui va aboutir à la destruction de l'antigène de micro-organismes de la rougeole, et bien sûr, sont développés de maladies. Alors, cette partie-là, on l'appelle la réaction immunitaire humorale parce qu'elle va donner des anticorps. L'autre partie, donc, si la CPA, dans ce cas, une cellule cible qui présente l'antigène, elle va le présenter à une lymphocyte T8 qui va donc développer une réaction immunitaire à médiation cellulaire. Alors, il y aura une activation par les interleukines 2, multiplication cellulaire, et vous allez avoir développement de ces lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques. Alors, ces lymphocytes T cytotoxiques, ils vont, comme on a dit, libérer le contenu cytotoxique au contact des cellules infectées par le virus, ce qui va permettre donc de les détruire les cellules infectées par le virus par cytotoxicité. De la même façon, il y aura donc des lymphocytes T8 mémoire qui vont être gardés toute la vie, parfois. Donc, et si le virus vient, il y aura donc un développement de la réaction immunitaire spécifique à médiation cellulaire tout de suite. D'accord? Bon, là, c'est un schéma qui représente donc les lymphocytes T4, T4 qui va naïf, qui va ou bien se développer, bien sûr, par l'activation ou aussi par des cytokines, qui vont donner ou bien des lymphocytes TH1. Alors, je vous rappelle ici, je vous le dis tout de suite, lymphocyte TH1, c'est celui qui participe ici dans la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Le lymphocyte TH2, bien sûr, il participe dans la réaction immunitaire humorale. Le lymphocyte TH17, il participe dans le cas d'allergie et aussi dans les cas d'inflammation. Il y aura aussi des transformations en lymphocytes T régulateurs de façon par cette voie ou bien de façon directe
il y aura donc des lymphocytes T régulateurs qui vont freiner la réaction immunitaire si les antigènes sont détruits. Bien sûr, il faut arrêter donc la réaction immunitaire spécifique et on a donc des lymphocytes T régulateurs qui vont donc stopper la réaction immunitaire. Alors ceux-là, ce sont des lymphocytes T effecteurs, ça veut dire qu'ils vont activer la réaction immunitaire spécifique. Alors là, on va arrêter ce cours-là, hein, et donc vous pouvez revoir votre cours de façon chez vous, de façon lente. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc me les envoyer. Sinon, donc, on va arrêter ce cours-là. Hein. Et bien sûr, vous avez mon email également. Vous pouvez envoyer des questions. Je peux vous répondre. Et aussi sur la plateforme, on va essayer de l'activer. Peut-être avoir des séances en direct. D'accord? Alors, je vous remercie. J'espère que j'ai été assez clair et je vous remercie.